Moody's gagne davantage d'argent quand les entreprises et les États s'endettent davantage. Dit autrement, sa prospérité est maximale précisément dans les conditions que tout investisseur prudent considère comme un signal d'alarme. Ce paradoxe n'est pas une anomalie à expliquer, c'est la structure même du business et comprendre pourquoi il est parfaitement logique révèle quelque chose d'important sur la façon dont certaines entreprises capturent la valeur de manière indépendante des cycles économiques normaux. Quand une entreprise, un État ou un fonds veut lever de la dette sur les marchés financiers, il ne peut pas simplement publier un prospectus et espérer que les investisseurs institutionnels achètent. Les fonds de pension, les assureurs, les banques sont légalement contraints de n'investir que dans des titres notés par une agence reconnue par les régulateurs. Donc, aux États-Unis, par exemple, cette reconnaissance s'appelle le statut NRSRO, pour Nationally Recognized Statistical Rating Organization. Il existe aujourd'hui 10 agences reconnues, mais pour l'essentiel, le marché fonctionne comme un duopole entre Moody's et S&P. Fitch occupant une position distante sur la plupart des classes d'actifs. Donc, ce n'est pas une domination par l'excellence opérationnelle, c'est une domination par architecture réglementaire. Les trois grandes agences contrôlent collectivement 96% du marché mondial des notations. Et l'émetteur qui veut accéder au marché de capitaux n'a pas d'autre choix que de passer par elles. Voilà pourquoi la prospérité de Moody's accompagne l'endettement mondial. Chaque nouvelle émission obligataire génère des honoraires de notation. Chaque refinancement d'une dette existante génère des honoraires. Chaque nouveau véhicule de dette structuré génère des honoraires. Le segment MIS de Moody's, qui fournit les notations de crédit, est fondamentalement un business transactionnel, et le terme est important, dont le revenu est directement lié au volume, et ça également c'est important, au volume de nouvelles dettes arrivant sur les marchés, que ce soit le refinancement, qu'une nouvelle dette, bref. Les volumes sont très importants pour ce segment-là, vu que c'est un business transactionnel. Au premier trimestre 2026, MIS a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,15 milliard de dollars, en croissance de 8%, porté notamment par des financements liés à l'IA dépassant 100 milliards de dollars et par une croissance de plus de 80% des revenus liés au crédit privé. Vous voyez qu'il y a un peu une similitude ici avec S&P Global. Maintenant, vous comprenez que si vous lisez sur S&P Global, vous devez lire sur Moody's parce qu'on fait à peu près la même chose. OK? Je dis bien à peu près, à quelques différences près, mais on fait à peu près la même chose. Ces business-là sont très similaires à plus de 50%. OK, je dirais même plus de 70% d'ailleurs, parce qu'on retrouve également un segment analytique auprès de S&P Global. Ceux qui sont dans le school, vous savez pourquoi est-ce que je mentionne cela. Et je vais revenir dessus. Donc, mais ce business transactionnel, aussi lucratif soit-il, a une propriété que tout analyste rigoureux doit intégrer. Je vous considère comme étant des analystes rigoureux. D'accord? Il s'arrête dès que les marchés se ferment. Donc, cette partie-là est généralement à risque. Cette partie-là est très cyclique. Sur le segment MIS, est très cyclique. C'est là que le paradoxe révèle sa deuxième couche. Moody's Analytics. Le second segment ne vend pas des notations. MA vend des abonnements à des données, des outils d'analyse du risque de crédit, des solutions de conformité réglementaire et des logiciels de gestion du risque à des banques, des assureurs, des fonds et des entreprises qui ont besoin d'évaluer en permanence la qualité de leur contrepartie. Au premier trimestre 2026, les revenus récurrents de MA ont progressé de 11% et représentaient 98% du total des revenus du segment. Donc, la plupart ici, la majeure, on va se dire 98% des revenus du segment MA sont récurrents. OK? 98%. Ça, c'est à la différence du segment MIS. L'ARR a atteint 3,6 milliards de dollars en hausse de 8% sur un an. Le taux de rétention trimestriel a atteint 96% en hausse de 200 points de base sur un an. C'est une rente. Et structurellement, elle est anticyclique par rapport à MIS. Quand les marchés de capitaux se contractent et que MIS souffre, les institutions financières ont encore plus besoin des outils d'analyse du risque de MA et non moins. Sous un seul ticker cohabite donc une marge opérationnelle de 67% pour un segment et une marge opérationnelle de 33%
Pour l'autre segment, ces deux chiffres figurent dans le même rapport consolidé, sous la même ligne de marge agrégée et produisent une moyenne qui ne décrit précisément ni l'un ni l'autre des deux segments. La marge de MIS est aussi élevée parce que le coût marginal de délivrer une notation supplémentaire est quasi nul une fois que l'infrastructure analytique et réglementaire est en place. L'essentiel des coûts est fixe. Chaque dollar de revenu supplémentaire tombe presque intégralement dans le résultat opérationnel. La marge de MA est structurellement plus basse parce que la pertinence de ces données et de ces outils doit être maintenue en permanence face à une complexité réglementaire mondiale qui évolue, ce qui génère des coûts de développement continus que le modèle transactionnel de MIS ne supporte pas. Donc, le KYC, qui aide les institutions financières à vérifier l'identité et la conformité de leur contrepartie, est aujourd'hui le moteur de croissance le plus rapide de MA avec un ARR en hausse de 13% et des taux de croissance attendus en milieu de gamme à 2 chiffres pour le reste de l'année. Quand on parle de milieu de gamme à 2 chiffres, ça veut tout simplement dire que entre la borne basse des prévisions et la borne supérieure des prévisions divisé par 2, on reste toujours à une moyenne à 2 chiffres. Précision importante. C'est un business qui capitalise sur la complexité réglementaire comme MIS capitalise sur les volumes d'émissions. Mais ces coûts sont dérisoires par rapport à ceux d'une agence de notation, ce que la marge agrégée omet de préciser. Donc, en 2022, quand les taux ont remonté brutalement et que les volumes d'émissions se sont effondrés, les revenus de MIS ont reculé d'environ 20% sur l'année. Les revenus MA ont continué à progresser. Et vous allez le voir ici. Prenons juste cette partie, arrêtons-nous là quelques secondes. D'accord? 2022, boum. Quelqu'un va se dire, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de Moody's? Quand on regarde la marge brute, même période, hein, on avait des marges nettes de près de 35% ici. OK? Je vais juste enlever ça. 35% au plus haut et au plus bas, on avait du 25%. Quelqu'un qui arrive ici se dit, oh, c'est un business qui perd de plus en plus de marge, qui a une pression de plus en plus élevée au niveau des marges, etc. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est en train de l'avantage concurrentiel en train de se détériorer. Non. Non et non. Cette période vous rappelle quoi? 2007-2008, n'est-ce pas? Boom. Donc, en fait, ce business, c'est très important d'avoir une vue des différents segments d'activité et comment est-ce qu'ils se comportent. Même s'ils sont dans la même entreprise, ils ne se comportent pas de la même façon. OK? Donc, ici, au niveau des free cash flow, la prochaine fois que vous allez avoir ce genre de variation, faites très attention. Dites-vous qu'il y a de fortes chances que ce soit temporaire. Donc, il vaut mieux prendre une normalisation. C'est au moins 30% et plus de manière globale. Et là, on retourne sur notre note d'analyse. Donc, la question que l'investisseur rigoureux doit poser aujourd'hui n'est donc pas comment se comporte ou bien comment se porte Moody's, mais deux questions distinctes. Première question, est-ce que les conditions actuelles de crédit qui ont propulsé MIS à des revenus records représentent une normalité durable ou un point au conjoncturel? Première question. Et si MIS devrait subir un choc similaire à 2022, dans quelle mesure la stabilité de MA suffirait-elle à amortir le recul consolidé? Deuxième question. Donc, ces deux questions ne trouvent pas de réponse dans les chiffres agrégés. Elles nécessitent de modéliser les deux segments séparément avec leur propre structure de coût, leur propre sensibilité au cycle et leurs propres indicateurs avancés. C'est précisément la limite analytique que la plupart des investisseurs atteignent sans méthode pour la franchir. Deux prompt premium Top Invest s'appliquent directement ici. Le premier, quels sont les fondamentaux économiques de cette entreprise? C'est le nom du prompt. Ceux qui ont la bibliothèque de prompt premium, c'est le nom du prompt. Donc, ce prompt-là vous force à décomposer MIS et MA, qui sont deux segments d'activité sous Moody's, OK, comme deux entreprises distinctes. Donc, on prend les deux segments comme deux entreprises distinctes. Structure des coûts fixes versus variables dans chaque segment, intensité capitalistique réelle, KPI opérationnel qui précède les marges. Le second, et là je parle du second prompt, intitulé « Achètes-tu un cycle au pic de ses bénéfices ?» Ce prompt-là vous oblige à cartographier où MIS se situe dans son cycle
à identifier les indicateurs avancés spécifiques au volume d'émissions de dette et à tester si les conditions actuelles représentent une normalité durable ou un point haut conjoncturel. Je m'arrête là quelques secondes. En description de la vidéo, vous avez le lien vers le School. J'ai partagé une analyse sectorielle qui parle du segment Financial Exchange and Data, dans lequel on va retrouver Moody's, dans lequel on va retrouver S&P Global, dans lequel on va retrouver Nasdaq, dans lequel on va retrouver CME Group, dans lequel on va retrouver LSEG, donc LSEG, dans lequel on va également retrouver, il y a une autre entreprise, comment on appelle ça, peut-être je vais oublier son nom ici, mais bref, on retrouve également FactSet à l'intérieur. Et on a parlé des différents éléments positifs et négatifs dans ce secteur. Quels sont les drivers? Je vais les partager ici. C'est quelque chose que je partage uniquement avec mes abonnés Top Premium. Mais ici, pendant le financement, je vais avoir tendance à vous donner quelques petits éléments comme ça. Parce qu'en réalité, une entreprise analyse dans son environnement, ok, la macro, etc. Non, mais c'est la macro sectorielle qui nous intéresse, si je peux utiliser ça comme ça. Ok? Donc ici, c'est important de savoir si on est dans une phase ascendante et pourquoi. Bref, je pense que j'ai répondu en partie ici. Ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Vous voulez faire la même analyse sectorielle, etc. Prenez toutes les entreprises du secteur, allez écouter les conférences call et cartographier qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui. Vous voulez prendre un raccourci, allez-y utiliser ceci et doutez de tout. Allez vous-même vérifier les informations parce que de manière générale, je vous dis toujours, ceci représente uniquement mon point de vue. OK? Donc, tout est là. Description de la vidéo, vous allez dans le groupe School, c'est gratuit. OK? Et donc, je reviens ici à notre analyse, à notre note d'analyse. Donc, ensemble, les deux prompts en question produisent une lecture que les chiffres consolidés rendent impossible. OK? Ou bien ne rendent pas possible. Donc, ils sont disponibles via le lien en description. Et je rappelle ici que en description de la vidéo, les prompts, que ce soit les prompts de base et les prompts premium, permettent de financer notre projet. Sur notre projet, nous avons déjà atteint 9% à l'heure où je vous parle. OK? Donc, il nous reste à peu près 91%. On veut les atteindre avant la fin du mois de août 2026. On a juste besoin de 600 personnes. OK? Je pense que c'est largement possible et je pense qu'on aurait déjà dû être plus loin que ça de manière générale. Comme d'habitude, je rappelle ici une chose. Même si je l'ai déjà expliqué dans les vidéos et dans la vidéo explicative en description de la vidéo, vous recevez quelque chose aujourd'hui en termes de prompt et vous recevez également quelque chose demain, une fois que le projet sera prêt. Et ce quelque chose, je voulais savoir c'est quoi. Ça n'a rien à voir avec des prompts de manière générale. OK? Mais c'est quelque chose qui va vous permettre ici de pouvoir avancer très rapidement dans votre processus d'apprentissage en matière de stock picking. Bref, toutes les informations sont en description de la vidéo. Avant d'arriver sur l'analyse quantitative, il faut se dire une chose. 2 segments, 2 logiques économiques, une seule ligne de résultat consolidé qui efface la distinction. La vraie question n'est pas de savoir si Moody's performe bien, c'est de savoir laquelle de ces 2 moitiés pilotent les résultats et pourquoi. Quand les résultats sont extraordinaires, c'est pourquoi qui nous intéresse. Ce n'est pas le chiffre actuel, c'est le pourquoi. Et dans ce pourquoi-là, on essaie de voir qu'est-ce qui est structurel, qu'est-ce qui est conjoncturel, qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui est non durable. D'accord? Maintenant, on passe à l'analyse quantitative qui est la partie la plus facile. Parce que l'analyse quantitative, ce n'est pas l'analyse fondamentale, c'est une partie de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Les deux sont indissociables. Et c'est ça qui donne quoi? L'analyse fondamentale. OK? Le quantitatif pose des questions. Le qualitatif permet de répondre à ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on a un chiffre d'affaires en croissance? Pourquoi? Est-ce que c'est durable? Voilà des questions qu'on doit se poser. Il y a après un ensemble. C'est quoi l'avantage concurrentiel? Comment est-ce qu'il est mis en pratique? Quand on dit c'est quoi le nom? On ne se limite pas aux affaires comme ROIC supérieur à 10%, je ne sais pas quoi. Faites attention quand vous mettez des limites par rapport au ROIC. Si vous êtes débutant, faites-le. OK? Mais sachez que quand vous arrivez dans une industrie, c'est la moyenne qui compte. Il faut regarder comment est-ce que ça se comporte. Il faut connaître le calcul même du ROIC de manière globale. Bref, refermons sur cette parenthèse-là, avançons. Maintenant, croissance des revenus, très très bien. Marge brute ici. On observe ici une marge brute aux alentours des 74%. Globalement, ici, la marge brute est plutôt stable par rapport à ce qu'on a connu. Maintenant, vous savez qu'il faut plutôt normaliser les marges ici parce que certaines périodes, ça va être très beau, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde ici? Nombre d'actions diminue, n'est-ce pas? Rachat massif d'actions, on adore ça. Ensuite, on va regarder quoi? Free cash flow, net income. Est-ce que les deux parlent le même langage? En termes de marge, vous voyez que les free cash flow sont généralement plus élevés. En termes de marge, ça va être plus élevé. Donc, ça dit qu'en termes de volume, ça va également être plus élevé.
Dans tous les cas de figure, moi, je préfère normaliser. C'est qu'OK, c'est plus que 30%, c'est parfait. On aime ça. OK, aujourd'hui, c'est 34%, etc. Les volumes, la dette, ça va très, très bien. Au niveau des datas, ça va également bien. Attention, je n'ai pas parlé de la partie qui concernait l'IA, etc. Parce qu'il faut aller vérifier ça également pour vous. OK, on ne peut pas parler du tout dans une seule vidéo. OK, mais globalement, le risque est aussi minime que avec S&P, comment on appelle ça, S&P Global. OK? So, je continue ici. Ensuite, on a quoi? On a regardé la marge brute, dette nette. La dette nette, du point de vue volume, ça donne quoi? Ça donne à peu près 5 milliards 800. C'est une entreprise qui génère à peu près combien en termes de free cash flow? Aux alentours de 2 milliards 700 par là, 2 milliards. Elle peut repayer la dette ici en moins de 3 ans. Parfait, c'est bon, c'est validé. On passe à autre chose. Donc, du point de vue dette nette sur... excusez-moi, EBITDA, ça donne quoi? On a à peu près 1,5 fois l'EBITDA. Rien du tout. OK. Combien de fois les bénéfices le marché paie généralement pour ce genre d'entreprise? Il ne serait pas étonnant de voir plus de 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Enfin, 25 fois les bénéfices, c'est le grand max qu'on va avoir tendance à payer. C'est un business très qualitatif et il est encore en croissance de manière générale. OK? Donc, ici, le marché a tendance à payer 24 fois les bénéfices, etc. Là, on revient juste... Bon, 24 fois les bénéfices, pour moi, c'est 25 fois les bénéfices. Je ne vais jamais prendre le chiffre exact ici. J'ai une barrière simple. 10, 15, 20 et 25. Et à chaque fois, que ce soit 10, que ce soit 15, que ce soit 20, que ce soit 25, c'est le pourquoi qui est plus intéressant que le chiffre global. Pourquoi est-ce que je prends 25 fois les bénéfices? C'est une entreprise qui peut connaître une croissance moyenne supérieure à 5% à long terme ou bien à un niveau plus élevé que l'inflation. C'est un business également qui a un pricing power vérifié et vérifiable. OK? So, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ici? Bon, ce sont les deux éléments qui vont m'encourager à payer 25 fois les bénéfices parce que s'il y a de la croissance, déjà, ça se paye cher. Et s'il y a également un pricing power qui est en extension, en expansion, on aime ça. OK? Ça renforce ici. Mais attention, on parle ici d'une partie du business, c'est un mode réglementaire. S'ils abusent au niveau des prix, etc., on va se retrouver comme FICO. Mais attention, parlons également de FICO. FICO, juste une petite parenthèse, c'est également la dette, mais pour les particuliers, etc. D'accord? Mais dites-vous une chose sur FICO. Oui, l'organisme ici, Fannie Mae et Freddie Mac vont peut-être racheter des obligations, des crédits hypothécaires ici, avec des notes provenant ici de Vantage Score. Mais ces différentes notes-là, en fait, les entreprises qui utilisent FICO, enfin, les banques, c'est à elles que revient le choix de manière générale. Et si le marché, enfin, parce qu'il n'y a pas que la dette hypothécaire, même si c'est l'un des plus gros marchés ici, si ce n'est le plus gros pour Moody's ici, dites-vous qu'il y a également le crédit à la consommation. Et ce crédit à la consommation, parfois, il est revendu dans des produits structurés, etc. Les investisseurs vont peut-être demander, les institutionnels qui rachètent ces dettes vont peut-être demander des dettes qui sont adossées à des notes FICO par rapport à Vantage, parce que FICO a plus d'expérience et a été prouvé par le temps. C'est peut-être la limite ici de Vantage Score. Refermons cette parenthèse parce que c'est un point de vue qu'il faut également avoir tendance à regarder. Bref, au niveau ici, si on revient sur Moody's, c'est 25 fois les bénéfices, grand max. Minimum, c'est 20 fois les bénéfices dans tous les cas de figure pour ce genre d'entreprise. Et là, je viens sur Fastgraph. Simple. Je prends 25 fois les bénéfices ici. Ça donne à peu près aux alentours de 522 $ l'action. Parce que c'est un business qui est également assez prévisible. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre d'entreprise. Attention. Prenez toujours en considération les périodes difficiles. Donc, 80% du temps ici, si on n'oublie pas que 2022, etc., personne ne peut prévoir un crack, ce genre d'éléments-là. Donc, ça peut avoir tendance à fausser le résultat par rapport aux prévisions. Il y a également une chose que Fastgraph vient de rajouter ici. On observe que, globalement, ils sont optimistes. Mais par rapport à il y a 3 mois, par rapport à il y a 1 mois, on a une réduction des attentes ici. Ouais, c'est ça. On a une réduction des attentes ici par rapport à il y a 1 mois, globalement, quand on regarde. Mais sinon, on reste dans l'optimisme de manière générale. Okay? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est correct ici. Et comme on peut se dire, il y a également énormément d'analyses sur le dossier. Faites attention quand vous extrapolez au-delà de 2028 parce qu'il y a très peu de moins en moins d'analyses sur le dossier. Donc, il faut faire attention ici. Je préfère me limiter généralement à quelque chose qui sera pour 2 ans d'ici 2 à 3 ans grand max. Donc, 25 fois les bénéfices de 2028, ça donne à peu près 522 $ l'action. 522 $ l'action, moins la dette nette. Oui, il faut toujours enlever la dette nette. 522 $ l'action, moins la dette nette, ça donne quoi? On a une dette nette ici de combien? 522 $ l'action, moins la dette nette. Ça donne ici aux alentours de 522, donc ça fait
522 moins 33, ça donne à peu près aux alentours de 489. Donc, techniquement, on se dira que bon, l'entreprise est légèrement sous-évaluée, sinon correctement évaluée. Donc, au prix actuel, bon, on ne suit pas énormément de croissance ici, et on pourrait bénéficier si la croissance continue, donc sur le marché de plus en plus large, etc. Dites-vous ici qu'on a 2 moteurs de croissance ici. Ça pourrait être très bénéfique pour cette compagnie. Surtout en période difficile ici aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, les entreprises comme FactSet pourraient se faire racheter. OK? Donc, c'est mon avis, hein, c'est juste ça, d'accord? Parce que je pense que ça reste toujours un bon business, mais ce sera un meilleur business si on le fait rentrer ici au sein d'une entreprise qui a plusieurs segments d'activité. Donc, ici, on a à peu près aux alentours de 589 dollars, donc je dirais que l'entreprise est correctement évaluée ici en prenant en considération la dette. Donc, si on prend maintenant ici le Moody's en termes de ticker symbole, Moody's, ticker symbole, Moody's, où est-ce qu'on a ça? Voilà, c'est ça. 500, voilà, 589 dollars. Donc, je fais ceci, Moody's, 589 dollars. Non, 489 dollars. OK. Bim, badaboum. Excusez-moi si vous entendez du bruit, les amis, c'est normal, ce sont les aléas du live. OK. Donc, parfois. Donc, on a à peu près 589 dollars ici, je mets ça et bim, badaboum. Est-ce que ça vaut la peine de parler du dividende ici? Non. Je vous laisse aller faire ça. Parce que techniquement, si vous distribuez la totalité des dividendes, des bénéfices nets en dividendes, vous avez à peu près 3,48%. Aujourd'hui, c'est 0,92, donc il y a de grandes chances que ça continue à croître. Maintenant, si on se base sur les attentes de 2028, ici, disons, on a rendu à 21 dollars les bénéfices attendus en 2028, divisé par le prix actuel 449 plutôt, ça donne à peu près 4,6%. Donc ça, c'est notre plafond de verre d'ici 2028. Si les attentes se réalisent, vu que c'est un business prévisible, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Bref, on a fait le tour ici. Moody's, très belle entreprise, business intéressant. C'est pas une opportunité exceptionnelle ici, mais surtout pour quelqu'un qui veut l'acheter, c'est vraiment, il doit travailler sur la croissance, la taille du marché, etc., les prises de part de marché et tout le reste. Mais globalement, c'est un business intéressant, voilà, au prix actuel. On va le dire comme ça. Mais maintenant, ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, comme d'habitude, ici, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Idéalement, le prix qui pourrait m'intéresser, c'est aux alentours de 300. Je vais avoir une marge de sécurité plus grande que ça, de telle sorte que ce soit plus facile ici pour moi de générer de l'alpha. OK? Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, si vous avez acheté du Moody's à 300 dollars l'action, vous êtes correct. Dormez sur vos deux oreilles, faites de beaux rêves, même de manière générale. Si vous voulez l'acheter en date d'aujourd'hui, faites attention en termes de pondération dans le portefeuille. C'est un beau business. Il y a peut-être, voilà, ça semble sous-évalué. Enfin, c'est un tout petit peu sous-évalué ici. Encore une fois, je n'ai pas extrapolé au niveau des attentes, etc. Mais voilà, on ne va pas cracher dessus. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et réellement le droit de me tromper. N'oubliez pas, il nous manque encore 91% ici pour atteindre le 100% de notre projet de financement qui est uniquement, voilà, le projet est uniquement financé par la bibliothèque de Prompt. Donc, en réalité, c'est rien de gratuit, d'accord? Vous obtenez quelque chose aujourd'hui et demain également. C'est maintenant qu'il faut soutenir sérieusement la chaîne. Vous voulez qu'on continue à faire du stock picking sérieusement ou bien d'en parler sérieusement avec un cadre un peu plus avancé, etc. Ben voilà, tout est en description de la vidéo. Sinon, pour moi, Moody's mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist. Et ce ne serait pas fou de l'avoir, de commencer à l'acheter un tout petit peu au prix actuel pour ceux qui sont très pressés. Bref, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Merci, au revoir.